Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, le constat est clair, la réussite scolaire de nos enfants dépend encore trop de leur origine et de leur milieu social. Dans l'ensemble, nous avons besoin de progresser en matière de réduction des inégalités sociales et scolaires. Des milliers d'enfants handicapés n'ont pas accès à une scolarisation adaptée. La communauté éducative de certains établissements qui souhaitent pouvoir expérimenter une tenue scolaire unique. Ce serait quand même bien de parler et de dire qu'est-ce qu'on fait face à l'augmentation de l'enseignement privé. Vous aurez le collège qui prendra les élèves en charge de 8h à 18h. Parce que l'inégalité scolaire, elle se crée dans ces temps où l'enfant il était renvoyé chez lui. Et la réussite scolaire de nos enfants dépend encore trop de leur origine, de leur milieu social. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, le mois dernier. L'Institut Montaigne, lui, constate la même chose dans une étude sur les inégalités scolaires en France. L'origine, la disparité sociale et territoriale, ce sont les causes principales de ces inégalités. On va en parler aujourd'hui avec Philippe Bilger, l'un de nos éditorialistes, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de ce livre. J'ai dit film, ça fait 2 fois, française venue d'ailleurs chez Stock. Et notre invitée du jour pour en parler, Céline Boulet-Espéronnier, sénatrice apparentée LR et secrétaire de la communication, de la culture et de l'éducation et de la communication. En tout cas, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, ce constat de Gabriel Attal qu'on fait depuis des années, la réussite scolaire des enfants dépend trop de leur origine, milieu social et surtout des territoires surtout. C'est un sujet passionnant qui appellerait de très très longs débats. Il est évident que même si on est conservateur, le fait qu'il y a à l'évidence un humus familial et un terreau social, voire une géographie qui sont directement responsables de certaines inégalités, est quelque chose qui doit préoccuper le citoyen. Mais j'essaye d'imaginer un monde idéal où nous parviendrions à créer une totale égalité sur le plan familial, sur le plan social et sur le plan de l'équilibre des territoires. Il resterait toujours après la formidable individualité des talents et des dons. Nous retrouverions des inégalités, mais qui bien sûr seraient très supportables parce qu'elles échapperaient à la discrimination sociale et familiale. Madi Saïdi. Moi, ce débat me rappelle combien on n'avance pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir entendu ça depuis toujours. J'étais au lycée, j'entendais déjà. Je l'entendais à la fac. Ça fait 35 ans qu'on nous bassine avec ça et c'est une vraie réalité. Effectivement, en fonction de l'endroit d'où on vient, si on est d'une famille plutôt aisée, de parents lettrés, on a peut-être plus de chances d'être dans telle école, d'avoir accès à la culture. Si on est issu d'un milieu de parents ouvriers, analphabètes, on n'a personne pour nous accompagner dans notre éducation, je veux bien. Mais passer le constat, ça fait 35 ans qu'on le fait. Donc bravo à la Fondation qui nous rappelle ce qu'on sait, bravo au ministre de l'Éducation nationale qui nous dit ce que nous savons tous. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ces gamins, justement, qu'on se rapproche le plus possible d'une égalité réelle? Nicolas Corato. Oui, je pense que je suis d'accord avec vous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on entend le même discours sur une école républicaine qui manifestement génère plus d'inégalités qu'elle ne les traite. Après, il ne faut pas mettre tout sur le dos de l'éducation nationale. Les inégalités, elles sont sociales, elles sont territoriales, elles préexistent à l'école et c'est pas aux enseignants, finalement, de régler tous les problèmes de la nation, y compris les problèmes de laïcité, par exemple. Je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que nous avons chacun notre part de responsabilité. Après, il y a des choix politiques. Le budget d'éducation nationale, c'est 80 milliards d'euros par an. Les aides aux entreprises sans condition, c'est 160 milliards d'euros. Et il y a un moment où, si on veut véritablement lutter contre les inégalités, il va falloir aussi y mettre les moyens. Et si la France décroche dans les classements internationaux, c'est aussi parce que peut-être que nous ne mutualisons pas, que nous ne focalisons pas les moyens là où il le faut. Par contre, je mets tout un petit bémol. Si on met tout ce que mettent les régions pour le lycée, les départements pour les collèges et les communes, on double le budget. Oui, mais on reste au niveau de ce qu'on met pour les entreprises. C'est un sujet politique. En France, on met autant sur les entreprises que pour lutter, que pour éduquer nos enfants. C'est un choix de société. Vous pensez qu'il y a une grande inégalité à l'école? Tiens, allez.
vous pouvez le dire. Vous avez triché sur la carte scolaire pour pas que votre fils ou votre fille aille dans telle ou telle école. Ce sera totalement anonyme. Venez nous le dire au 0826 300 300. Avec nous, Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice apparentée LR et secrétaire de la Commission de la Culture, l'Éducation et la Communication. Alors, vous avez parlé de vœux pieux juste avant la publicité. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rêver d'un jour où tous les élèves seraient égaux devant l'éducation, quel que soit le milieu familial ou l'origine géographique ? Alors, plusieurs choses. D'abord, je suis complètement d'accord sur ce qui a été dit. Je ne sais pas si on nous bassine avec ça, c'est bien d'en discuter dès lors que le problème n'a pas été résolu. Et c'est un débat qui est bien franco-français, mais on aime parler d'égalité à tous les niveaux, hein, pas seulement à l'école, hein, de manière générale. Et moi, je préfère parler d'équité que d'égalité, parce que l'égalité, je crois que Philippe Bégère le disait un peu, n'existe pas. Il y a une égalité de milieu social, il y a toutes sortes il y a une inégalité d'intelligence, d'où on vient, de compréhension, de plein de choses. Cela dit, là où je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'il faut arrêter d'en parler, il faut agir maintenant. Et c'est aux politiques d'agir, et notamment aux ministres, et de trancher les orientations. Et donc j'espère que Gabriel Attal ne suscitera pas de déception à la mesure de l'espoir qu'il suscite dans cette rentrée scolaire, parce qu'il a l'air de vouloir aller de l'avant. On va voir les dispositifs qu'il met en face. En tout cas, c'est vrai, arrêtons de parler et agissons. Je suis d'accord avec madame. N'avez-vous pas l'impression, madame la sénatrice, qu'en réalité, ce qui arrête parfois les ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, à supposer qu'ils soient tous animés par l'ambition de réformer ce qui va mal, c'est justement l'immensité de la tâche qui les attend. En quelque sorte, un découragement anticipé devant des réformes dont ils ne verront jamais l'issue. Est-ce que ça n'est pas cela qui parfois fait que la France ne se réforme pas autant qu'elle devrait ? Alors, je trouve que c'est une question fondamentale et c'est pour ça que moi, je fais partie au Sénat d'une délégation qui s'appelle la délégation à la prospective et qui permet de réfléchir aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain sur les 40-50 prochaines années en France. C'est vrai que quand un ministre est nommé, il sait qu'il peut sauter au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, au bout de quelques années. Il a du mal à mettre en place les réformes. Mais il est quand même là et c'est quand même au ministre de trancher. La politique, malheureusement, ce qui est consubstantiel à la politique, c'est de ne pas pouvoir se projeter bien au-delà. Et c'est vrai que sur l'histoire de l'égalité à l'école, il faut prendre le sujet dans sa globalité. C'est-à-dire, par exemple, on peut prendre la question de la politique de la ville. Par exemple, pour voir l'environnement, les quartiers, on ne crée pas comme ça de but en blanc une équité d'égalité dans l'école si on n'a pas vu tout l'environnement, ce qu'il y avait autour, l'histoire des REP, etc. Donc je suis d'accord, le chantier est immense. Mais un ministre, il est là pour retrousser les manches, fixer le cap et aller dans le concret, et d'autant plus rapidement qu'il a peu de temps devant lui. Nicolas Corato, Jackie Bordage nous dit les meilleurs profs vont dans les meilleurs établissements. Oui, c'est encore le cas, malgré quelques politiques d'incitation assez timides. Mais bien sûr que c'est le cas. Et puis on peut dire aussi que les meilleurs profs ou les profs, tout simplement, font aussi partie de ceux qui conseillent le mieux leurs propres enfants pour s'orienter dans le méandre de l'éducation nationale. On l'avait vu avec Papendaï en plus. Bien sûr, non, mais il y a manifestement là-dessus un problème d'orientation majeur. Moi j'ai une question pour la sénatrice qui est aussi législatrice et avant tout législatrice. C'est est-ce que l'idée de ces réformes qu'elle vote ou qu'elle ne vote pas, mais qui lui sont présentées en tant que sénatrice, ces réformes incessantes ne vont pas nourrir cette inégalité, c'est-à-dire cette incompréhension, cette insatisfaction, le fait que les réformes ne sont pas appliquées. Et est-ce qu'il n'y a pas dans le monde politique une forme de défiance vis-à-vis des enseignants qui s'illustre justement par la multiplication de ces réformes? On a l'impression qu'on réforme à tout va parce qu'on n'a plus confiance dans les enseignants pour mener de manière autonome finalement l'éducation de nos enfants. Céline Boulay-Espéronnier. Alors, je suis d'accord avec vous. Et puis, à force d'empiler les réformes, on a l'impression de ne pas assez réfléchir. Il faudrait des grands textes sur lesquels on passe plusieurs jours, plusieurs semaines à discuter. Et au lieu de ça, c'est souvent des petites propositions de loi qui s'enchaînent. Et on a l'impression que le problème n'est pas résolu et qu'on essaye de masquer un manque d'efficacité par des textes. Je suis d'accord avec vous. Pour autant, il faut quand même montrer qu'il y a des initiatives qui sont prises, même par des élus au niveau local, et qui se traduisent dans des textes législatifs. Mais cela finit par braquer évidemment la communauté éducative. On voit ici et là en cette rentrée fleurir des articles sur les difficultés qu'ont les chefs d'établissement. Et pour autant, on a légiféré là-dessus. Et on voit que finalement, ces difficultés s'accroissent.
et deviennent de plus en plus importantes. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il y a un manque d'efficacité, mais la communication politique a peut-être tué l'efficacité et l'action politique aussi d'une certaine manière. C'est qu'on a vu aussi des ministres de l'Éducation qui voulaient en découdre, et voilà. Et à un moment où on a nommé un ministre, on nous présentait, je parle de Pape Ndiaye comme étant un intellectuel qui allait réfléchir, et bien on a perdu un an. Ça a été terrible, il n'y a eu aucune efficacité, donc on verra ce que fera maintenant le nouveau ministre. Mais en tout cas, il faut qu'il donne du grain à moudre au Parlement, et il faut que sur ces questions-là, il y ait de vraies discussions au Parlement, parce qu'on voit aussi beaucoup de ministres qui contournent le Parlement. Or, les élus locaux, les élus qui sont au Parlement connaissent ces sujets par cœur et doivent réfléchir sur le fond. Mais ça devient compliqué parce qu'à chaque ministre qui change, chaque rentrée des classes, on entend des professeurs, le corps enseignant dire voilà, il y a encore des nouvelles directives, on les a appris la semaine dernière, il faut qu'on les mette en place, on n'est pas formé, on n'est pas. Donc ce sera toujours comme ça. Mais quand et comment ça peut changer? Est-ce que ça peut changer? Mais non seulement ça sera toujours comme ça, je ne sais pas. En tout cas, ça a empiré. Ça, c'est sûr, puisqu'on voit bien dans cette rentrée toutes les difficultés qui sont accumulées, et on a le sentiment d'une école qui est au bord de la rupture. On voit aussi de plus en plus de familles qui sont tentées par les écoles privées. Oui. Ça, c'est un phénomène qui ne fait que s'accroître et qui en dit long sur ce qui se passe dans l'école de la République. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de familles qui aujourd'hui estiment que cette école-là ne peut répondre aux attentes de leurs enfants. Ce qui est un vrai problème. Et qui doit donner du grain à moudre au ministre. Madame la sénatrice, est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la question de l'égalité de manière plus large, de manière plus globale, au-delà des contingences, en tout cas liées à l'agenda de l'école, parce qu'on a l'habitude effectivement à chaque rentrée scolaire à avoir un nouveau règlement, vouloir tout chambouler et finalement on ne chamboule rien? Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les enseignants autour de la table, les politiques autour de la table, les acteurs sociaux aussi, en tout cas ceux qui, au niveau local, sont en contact avec les familles, pour tout réformer une bonne fois, au-delà même des appartenances politiques, parce que dès qu'un gouvernement passe, sa volonté c'est de défaire ce qu'a fait l'ancien. Quand un autre arrive, évidemment, ce qui a été fait, c'est nul, c'est pas possible, il faut refaire. Voilà. Donc est-ce que finalement, il ne faudrait pas se dire, la question de l'égalité, c'est comme la question des violences faites aux femmes, ça devrait dépasser les clivages politiques, mettons-nous autour d'une table et essayons de faire ensemble pour nos enfants. Vous avez été marqué récemment par Emmanuel Macron, c'est clair. Ça, c'est Vous avez d'autant plus raison que la question de l'égalité, elle a trait à la question de la réussite scolaire et de l'avenir des enfants et des jeunes adultes qui vont devenir. Donc c'est d'autant plus urgent. Mais on vient de perdre un an. Pendant un an, il ne s'est rien passé. Pour autant, Gabriel Attal était dans le gouvernement. Et personne n'a osé dire au gouvernement que Gabriel Attal n'était peut-être pas le ministre par solidarité gouvernementale, très certainement qu'il fallait. Donc on perd du temps. Je suis d'accord avec vous, il faut mettre tous les acteurs sur la table. On a fait un rapport au Sénat qui était intéressant sur la délinquance des mineurs. Oui. Et on a vu à quel point le décrochage scolaire jouait un rôle dans ce problème qui est tristement d'actualité. Et on voit que souvent les acteurs agissent en silo, au lieu de se mettre autour de la table et d'agir ensemble. Il y a des initiatives qui sont prises du temps de Blanquer, il y a eu des initiatives qui ont été prises, par exemple, sur le harcèlement scolaire. Et puis finalement, on a l'impression quand même d'une complexité, je suis d'accord, d'un empilement de mesures, d'actions, de textes parfois, comme disait Nicolas Curato, et finalement, on en est toujours à discuter de ce phénomène avec vous sur cette émission. Oui. C'est intéressant, mais il faut aller au-delà, c'est ce qu'on dit depuis le début. Je suis d'accord. 0826 300 300, Thierry qui est avec nous. Thierry, vous vouliez réagir à ce débat ? Oui, sur plusieurs points. Le premier point, c'était au niveau des moyens. Je vous donne un exemple. Le jour de la pré-rentrée, on nous a dit qu'on ne pouvait pas accéder directement à Pronote parce qu'on avait Windows 7 et qu'il faut au minimum Windows 10. Donc je vous donne déjà, vous imaginez déjà le niveau du matériel que l'on a. D'accord. Donc c'est un lycée qui est excentré par rapport à la grosse ville de Toulouse. Donc en fonction des établissements où se situent les élèves, non, ils sont pas égaux. Ils sont pas égaux parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Voilà, déjà à ce niveau-là, les élèves n'ont pas les mêmes possibilités d'arriver puisque tous les lycées ne sont pas équipés du tout de la même manière. Ouais. Voilà. Mais même entre l'outre-mer, la métropole, les inégalités, elles sont énormes. Moi, j'arrive de Nouvelle-Calédonie. On avait des tableaux numériques, on avait les ordinateurs dernier cri. Oui. Voilà.
J'arrive ici, je suis au lycée de Gourdin-Polignan, il faut minimum Windows 10, on a encore Windows 7. Ouais. Voilà. Nicolas Corato, c'est quoi la bonne méthode, c'est quoi la préconisation, la bonne méthode? Il faut commencer par quoi? Parce que c'est ça, le chantier est tellement important. Il faut commencer par quoi? Faire comme à Nouméa. Non, mais je pense que moi je prêche pour qu'on refasse confiance, je dis bien qu'on refasse confiance aux enseignants. Je pense qu'on a des enseignants de qualité, qu'on a beaucoup brocardés, qu'on a beaucoup mis en cause ces dernières années. Ils sont absentéistes, ils sont moins formés, ils sont moins qualifiés, ils sont moins impliqués. Ce qu'on remarque quand même, c'est que c'est par eux que ça tient, parfois avec des bouts de ficelle, mais que ça tient. Donc d'abord, un message vis-à-vis des enseignants. On vous fait confiance. 2, arrêter l'inflation des normes. En France, on produit plus de normes que d'actions. Je pense qu'on a besoin moins de lois, moins de décrets, moins de circulaires, et peut-être un peu plus d'autonomie dans les établissements. C'est moi qui le dis, hein, donc je l'assume. Mais peut-être un peu plus d'autonomie, là aussi, en allant sur ce chemin de confiance. Et troisièmement, il va falloir aussi considérer que l'école n'est pas seule sur les territoires, que l'école ne peut pas tout régler. Je veux dire, aujourd'hui, cette société, on a l'impression qu'elle tient sur un couple enseignant-policier. Je pense qu'on se trompe en considérant que les enseignants et les policiers vont sauver la société et vont construire son avenir. C'est pas vrai. Et ça, c'est un enjeu pour tous, les élus locaux, mais également les citoyens que nous sommes tous, les parents d'élèves que nous pouvons être. Il faut qu'on fasse bloc par rapport à notre école et par rapport à son entourage. Philippe Bilger, un mot court. Madame la sénatrice, bien sûr, on ne peut qu'approuver ce que souhaite Nicolas Corato, de faire confiance aux enseignants. Mais je suis frappé de voir à quel point aujourd'hui, il n'est pas difficile de leur faire confiance, mais il est difficile de considérer qu'on facilite leurs tâches dans la mesure où l'école me paraît envahie par une multitude d'incommodités périphériques qui empêchent précisément l'école de se recentrer sur ses fondamentaux. Je mets un point d'interrogation à ma phrase. Une réponse courte, s'il vous plaît, madame la sénatrice. Non, mais bien sûr, mais on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire simplifier, faire confiance, rééquilibrer, réaider à retisser le lien entre l'enseignant, la communauté éducative et l'enfant, et la famille dans sa globalité. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il faut presque un choc de simplification autour de tout ça, puisque forcément la fuite en avant, ça a été l'empilement de petites actions, de mesures, et que finalement, ça a mené la communauté éducative à être dans une certaine détresse. Donc on ne peut que constater ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Merci beaucoup Céline Boulay-Espéronnier, sénatrice et secrétaire de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Un sujet important qui mériterait d'être discuté pendant des heures. Dans un instant, on ne va pas discuter, puisque là, vous avez une question, vous avez les réponses, c'est le qui c'est qui l'a dit, et là, tout est permis. Et avec notre auditeur du jour, Thierry, sera avec nous dans un instant. À tout de suite.